la quantité de choses qui peuvent se régler autour d'une machine à café ou dans un ascenseur, c'est assez impressionnant. Il a donc fallu que je trouve d'autres façons de gérer puis de m'assurer que mes équipes se portent bien puis de créer ce sentiment d'appartenance-là. Bonjour et bienvenue au balado AFFQ, les parcours inspirants. Je suis Daisy Dédéan, directrice principale gestion des risques en gestion de patrimoine pour la Banque nationale du Canada, membre des comités mentorat et ESG de l'AFFQ et fière ambassadrice de l'association. Je suis aussi votre animatrice de cet épisode du balado AFFQ, les clés de succès de deux gestionnaires. L'Association des femmes en finance du Québec vous offre une série de vidéos et de balados sur 6 parcours professionnels inspirants du monde de la finance. Chaque épisode abordera un sujet spécifique en lien avec votre étape de carrière, que ce soit les meilleures pratiques pour être une bonne gestionnaire, les clés pour devenir un bon leader, ou encore comment faire pour atteindre la prochaine étape de carrière. Retrouvez les différents épisodes du balado de la FFQ sur le site web de l'association, les plateformes de podcast et encore sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va discuter du passage à un rôle de gestionnaire. Quelles sont les clés du succès pour devenir le type de gestionnaire qui dynamise une équipe et qui atteint ses objectifs personnels? Comment affronter les défis et la pression qui vient avec la position? Linda Elgordaf et Geneviève Pellerin-Lemonde nous donnent leurs conseils et nous dévoilent les meilleures pratiques pour devenir des gestionnaires accomplis. Bonjour Linda, bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour. Linda Elgordaf, associée en gestion des risques financiers chez KPMG. Linda, tu fournis des services conseils spécialisés aux institutions financières en gestion des risques. Tu es aussi membre du comité diversité et inclusion de la FFQ. Geneviève Pellerin-Lemonde, première directrice analytique chez Investissement PSP. Geneviève, tu te spécialises en investissement, en gestion et modélisation des risques financiers, ainsi qu'en développement de stratégies analytiques. Tu es aussi co-directrice du comité Gala de la FFQ. Alors, je suis très contente de discuter avec vous aujourd'hui. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Linda, si tu peux commencer à nous parler de ton parcours, de où tu es aujourd'hui, puis comment tu es rendue à ton rôle actuel. Parfait, merci Daisy. Donc, mon nom est Linda Elgordaf. Je suis née au Maroc. Je suis arrivée ici au Canada après mon bac. J'ai fait une maîtrise en finance à l'Université Laval. Puis, par la suite, mon premier employeur était l'Autorité des marchés financiers. J'ai travaillé à l'autorité pendant 6 ans en gestion de risque, réglementation des marchés financiers. Et par la suite, j'ai travaillé pour SSQ 2 années dans un rôle de gestion de risque. Et depuis 9 ans, je suis chez KPMG. Donc, chez KPMG, j'ai eu mes premiers postes de gestion, donc comme directrice principale, puis par la suite comme associée depuis 2017. Et c'est là que j'ai connu, en fait, Geneviève. Donc, j'imagine que c'est mon tour. De mon côté, j'ai fait bac et maîtrise en finance au HEC. J'ai terminé mon parcours scolaire en 2008, ce qui était une très bonne année pour dénicher un emploi de rêve en finance. Donc, j'ai commencé, en fait, comme stagiaire chez KPMG à ce moment-là, où j'ai gravi les échelons progressivement jusqu'à atteindre un rôle de directrice principale. Donc, j'ai passé 12 ans de ma carrière chez KPMG où j'ai travaillé vraiment avec des institutions financières dans le domaine du conseil en gestion des risques. Donc, c'est là aussi que j'ai été amenée à travailler avec Linda sur différents projets. Et puis, j'ai fait le saut il y a 2 ans dans l'industrie, donc chez Investissement PSP, où là, j'ai mis en application mes connaissances en investissement, mais pour contribuer au lancement d'une équipe Data and Analytics dans le département de technologie chez PSP. Donc, c'est vraiment un parcours, une décision entrepreneuriale, disons, pour commencer quelque chose de nouveau. Super. J'imagine que vos parcours ne manquaient pas de défis. Est-ce que vous pouvez me parler des principaux défis que vous avez eus, puis comment vous les avez surmontés? Commençons par Geneviève, par exemple.
Je dirais, au début de ma carrière, le principal défi, c'était de bâtir une expertise, bâtir une crédibilité. C'est beaucoup, je pense, en début de carrière, on essaie d'être un subject matter expert, un expert dans notre sujet. Puis, plus on évolue dans un rôle de gestionnaire, plus là, c'est pas tant ton expertise sujet que ta capacité de leadership que tu dois développer. Puis, ça a été, je pense, mis à l'épreuve fortement quand j'ai dû joindre l'organisation de PSP parce que je devais créer une équipe de toutes pièces dans un contexte de travail à distance. Donc, j'ai commencé en avril 2020. Je dirais que on a des certitudes comme leader. J'avais plein d'outils, mais de retrouver ses repères dans un contexte virtuel puis de bâtir une équipe dans ce contexte-là, je dirais que ça a été mon plus grand défi jusqu'ici. Super. Et Linda? Puis, en fait, de mon côté, le premier défi dans ma carrière, c'est de se trouver un travail en tant qu'étudiante étrangère. Ça, c'est pas évident en tant que tel. Il y a des embûches, on connaît pas le marché, on a besoin d'aide, on a besoin d'un permis de travail. Donc, on a de l'administratif avec la non-connaissance du marché qui se cumule. Mais j'ai été assez chanceuse. J'ai eu un employeur qui voulait absolument m'avoir, puis j'ai eu un support de la part de l'université. Par la suite, dans ma carrière, je pense le passage au tant que tel de l'industrie vers le monde du conseil. Et c'est là que, quand je suis arrivée chez KPMG, d'apprendre tous les éléments reliés au conseil. C'est des aptitudes qui sont différentes. Comment vraiment gérer des projets avec des clients. Et donc, ça, j'ai dû m'appuyer sur des collègues pour pouvoir adopter un peu ces nouvelles façons de faire. Un autre défi que je dirais, ça reste le plus grand défi pour les femmes, c'est la maternité. Et ça, je l'ai vécu, moi et Geneviève, vu qu'on a travaillé de 2013 à 2019. On a eu nos 2 enfants en même temps, donc ce qui est assez particulier. Donc, on a vécu ce défi-là ensemble durant nos pour nos 2 enfants. Donc, ça, c'est, je pense, pour les femmes, à mon avis, au niveau de la carrière, ça demeure un des défis majeurs parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître sur le tas, on s'adapte, on se crée on essaie de se trouver des astuces et tout ça. Puis c'est là que le support d'autres personnes intervient énormément. Puis je pense le défi commun pour tout le monde actuellement, c'est d'être gestionnaire en temps de COVID avec le travail à distance. Ça ramène aussi, il faut être créatif. Je pense que c'est un bon point que tu amènes sur la maternité, la conciliation travail-famille. Quand on réfléchit à une carrière puis à un parcours, tu me parlais des défis. J'avais l'angle spécifiquement carrière puis progression. Début de carrière, on développe une crédibilité, une expertise, puis après ça, on est plus dans le leadership. La maternité puis la famille, ça vient juste jeter une espèce de complexité additionnelle dans notre parcours de carrière. Puis je le dis pas de manière péjorative, je dis que c'est un défi qui s'ajoute à plein d'autres défis qu'on gère professionnellement. Puis c'est un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo, là, tu rentres en mode extrême. Niveau 4. Non, je pense que c'est vraiment bien dit. C'est juste, c'est une variable additionnelle. C'est ça. Il faut changer sa façon de s'organiser. Il faut changer un peu. C'est vraiment réadapter notre rythme de travail et tout ça. Mais je pense que le vrai problème, c'est de ne jamais perdre de vue nos objectifs et nos ambitions. On peut facilement se perdre à chaque fois qu'on a... Puis c'est pas nécessairement de la maternité, mais à chaque fois qu'on a un défi qui rentre dans l'équation, ne jamais oublier qu'est-ce qu'on voulait comme résultat à la base. Puis il va falloir jongler avec des choses, mais c'est très facile de se perdre dans le chemin ou de se dire... le chemin le plus facile, c'est de réduire nos objectifs ou réduire notre ambition. Et ça, je le vois beaucoup. Je suis souvent dans mon rôle de coach en train d'essayer de convaincre les personnes de s'accrocher à leurs rêves et leurs ambitions et de ne pas les perdre de vue parce qu'il y a un petit défi qui rentre. Puis c'est pas juste des petits défis, des fois des grands défis, mais de donner le courage aux gens de continuer en fait.
Ben, c'est super. Puis peut-être pour faire un petit lien, est-ce que vous pensez que en ayant ces défis, il y a des organisations comme la FFQ par exemple ou des programmes auxquels vous avez participé qui vous ont aidé justement pour l'atteinte de vos objectifs? Oui, vas-y, Geneviève. Mais la FFQ, moi, ce que ça m'a apporté avec ma participation, notamment dans les activités puis aussi dans les comités, c'est de rencontrer des gens qui, bien qu'on travaille tous dans le domaine de la finance, on a tous des parcours excessivement différents. La finance, c'est un domaine qui est très vaste. Puis, j'ai été amenée à tisser des liens avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés dans mes cercles habituels, dans mon travail. Puis d'amener les défis que je vis à ces personnes-là, puis d'échanger avec ces personnes-là, ça m'amène des perspectives complètement différentes. Fait que c'était pas tant des activités structurées que l'opportunité de réseautage que ça m'amenait, puis de perspectives extérieures qui viennent un peu te remettre en question dans tes certitudes, là. Non, c'est... puis, en fait, c'est assez similaire parce qu'on a rejoint la FFQ en même temps, moi et Geneviève, puis on s'est porté volontaire pour le comité gala. Donc, on est rentré au comité gala, je pense que c'était en 2014, puis c'était juste avant d'avoir nos premiers enfants. Ouais. Donc, et là, ça tombait bien au niveau de notre parcours parce qu'on se posait beaucoup de questions sur ça sera quoi l'impact d'avoir des enfants sur nos carrières, comment on va s'organiser, tout ça. Et quand on pense à une association, on pense juste souvent à toute la formation qu'on va avoir, les activités, le coaching, le mentorat. Mais en fait, ce que Geneviève a relevé, c'est tout le côté informel. Quand on est dans un comité gala, on organise un gala, mais il y a toutes les discussions. C'est avant juste quand on se rejoint, pendant qu'on prépare, et tout ça qui font toute la richesse d'une association, de se porter volontaire pour une association. C'est là qu'on peut s'appuyer sur toi, tu le fais comme ça, telle personne, elle nous donne une petite astuce par-ci, par-là, mais ça n'a pas toujours besoin d'être très structuré. Super. Peut-être passons à un autre sujet. Linda, tu as parlé justement du rôle de gestionnaire, puis la gestion d'équipe à distance. Puis Geneviève aussi, tu as embarqué chez Investissement PSP en pleine pandémie. Comment faites-vous justement pour gérer et bien communiquer avec vos équipes à distance? Avez-vous des astuces pour nos auditrices et auditeurs? C'est vraiment le travail à distance. On a appris à s'adapter tout le monde ensemble, puis on s'adapte encore. Donc, on est là-dedans. Moi, ça a coïncidé avec le fait que je bâtissais toute une pratique, une nouvelle pratique dans notre équipe. Donc, j'ai dû recruter énormément de personnes durant la pandémie. Donc, j'ai une équipe qui est passée de 2 personnes à une trentaine de personnes assez rapidement en 2 années. Donc, le fait de rentrer des nouvelles personnes, de les embaucher aussi par Teams, ça a été... On avait l'habitude de rencontrer les personnes, d'aller prendre un café avec eux, de peut-être prendre vraiment le temps d'échanger, puis on les voyait physiquement, puis là, on a la barrière du virtuel. Donc, même au niveau, je vous dirais, du recrutement, on a dû développer vraiment d'autres astuces pour juste apprendre à connaître les personnes mieux, puis vraiment essayer de mieux cerner les profils et tout ça. Donc, ça commence déjà à l'embauche. Je pense que c'est vraiment prendre le temps, même si c'est en virtuel, d'avoir quelques sessions avec la personne pour pouvoir mieux cerner les profils, voir est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que la personne se qualifie vraiment, est-ce qu'il y a un bon fit avec l'équipe et tout ça. Donc, ça, le premier niveau, c'est le recrutement. Par la suite, c'est comment intégrer une nouvelle personne dans l'équipe, dans la culture de l'équipe. Et on perd malheureusement tous les moments spontanés qu'on avait autour d'un café, dans le couloir, les gens qui venaient nous voir comme gestionnaires juste parce que notre porte est ouverte en disant un petit bonjour timide, mais on le remarque comme gestionnaire, que la personne, elle a besoin de parler, puis on l'invite à rentrer, puis peut-être prendre un petit 15 minutes pour discuter. Donc, le fait de perdre tous ces éléments spontanés, il faut... moi, des fois, j'essaie d'appeler les gens un peu spontanément sur Teams. Ça marche pas, mais
il faut créer des petits moments de discussion un peu plus en privé. Et c'est pas évident. C'est vraiment, il faut les trouver, ces moments-là. On a beaucoup de réunions. En plus, les réunions, je pense que pour tout le monde, ça a explosé. Nos agendas sont assez remplis. Mais comment trouver dans ces agendas-là, très remplis, des moments plus intimes avec des gens de nos équipes là pour avoir ces discussions-là. Donc, ramener vraiment un peu d'humanité dans ce mode virtuel-là pour pouvoir jouer notre rôle de gestionnaire. Mais c'est vraiment pas aussi évident qu'on le pense. Oui, je pense que ce que tu dis, ça résume bien aussi comment je le vis comme gestionnaire. Mais en fait, pour tout le monde, le télétravail, tout prend plus de temps et tout demande une rencontre. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé dans l'informel, dans les discussions de couloir. La quantité de choses qui peuvent se régler autour d'une machine à café ou dans un ascenseur, c'est assez impressionnant. Il a donc fallu que je trouve d'autres façons de gérer puis de m'assurer que mes équipes se portent bien puis de créer ce sentiment d'appartenance-là. Mais aussi, au-delà de ça, comme gestionnaire, il y a l'aspect de travailler avec tes pairs, de créer des liens avec d'autres équipes avec qui tu dois travailler. Puis ça aussi, ça a été un défi de mon côté parce qu'en intégrant une organisation à distance, j'avais par chance un bon réseau quand même chez PSP. Du côté de l'équipe de technologie, par exemple, je connaissais pas tant de gens que ça. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je l'aurais fait en présentiel de bâtir un réseau avec mes pairs. Puis, ça a dû se faire à coup de rencontres, de one-on-one, comme on se disait. Mais on a réussi quand même à créer, honnêtement, une belle camaraderie avec mes pairs. Puis, je pense que, tu sais, ça passe par beaucoup de candeur, beaucoup de naturel, d'être capable de dire, OK, ben là, en ce moment, je vis des moments difficiles. Puis, d'un peu échanger avec tes collègues pour aller créer ces liens-là, puis pas avoir peur, dans le fond, de demander leur aide, leur avis, leurs conseils. Avec mon équipe aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, justement, comme je faisais une grande part à l'informel, j'avais cette facilité-là dans le quotidien, en présentiel, d'aller chercher comment les gens se sentaient, de les faire parler, d'aller les voir, ce que je ne pouvais pas faire en virtuel. Puis, je me rends compte que en mode virtuel, il y a des gens, les extravertis puis les introvertis, le clivage est assez important comme gestionnaire. Puis, c'est très important aussi d'aller vers les introvertis. Je dis mes petites souris, c'est que dans des rencontres d'équipe ou dans des rencontres avec des pairs, des rencontres de travail, c'est à peu près toujours les mêmes qui parlent, qui ont des idées et tout ça. Puis, il a fallu que je repense mes façons de faire pour prendre le temps de m'arrêter puis d'aller voir soit ces pairs ou ces membres de mon équipe-là qui parlent moins pour les faire parler. Mm-hmm. Parce que je me suis rendu compte que je perdais parfois leur perspective parce que, justement, ils n'ont pas tendance à s'exprimer puis ils n'ont pas l'occasion, par exemple, quand on sort de la réunion, dans l'ascenseur, de là me dire le fond de leur pensée. Fait qu'il faut que j'aille le chercher. Puis, ça m'a amené justement à prévoir plus de rencontres en one-on-one avec les gens ou les appeler informellement quand j'ai un petit trou pour savoir comment ça va, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Fait que ça demande beaucoup, je pense, plus de conscience de son contexte comme gestionnaire. Mm-hmm. Puis, il faut vraiment aller faire des moves délibérés pour aller chercher l'input des gens. Puis, c'est vraiment la communication, elle a maintenant tout à fait une autre définition en tant que telle. Je pense qu'il faut communiquer plus que d'habitude. Ouais. Puis laisser la place aux émotions. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont très, très émotifs également. Donc, c'est des bonnes émotions ou des moins bonnes émotions, mais les émotions s'expriment beaucoup. Puis, c'est pas évident à travers un écran de gérer ces émotions-là puis de supporter les gens adéquatement. Mais il faut juste rester le plus possible à l'écoute. Donc, engager des conversations en plus, c'est ça pour certaines personnes en privé. Puis peut-être une astuce vraiment juste pratique, c'est, moi, j'ai encouragé beaucoup les membres de mon équipe de m'écrire sur Teams. Juste, tu sais, des fois, je dis
comment ça va, bonjour. Et ça suscite, j'ai besoin de te parler, il y a tel élément. Donc, c'est des fois juste dire, c'est peut-être les emails, on en a tous beaucoup, ça fait plus formel. Une rencontre, la personne, elle ose moins comme vraiment réserver un moment dans l'agenda pour discuter formellement, parce que là, ça ramène, mais de quoi tu veux me parler et tout ça. Mais des fois, juste sur Teams, on dirait que ça remplace un petit peu la machine à café. Pas entièrement, mais un petit peu. Donc, les forums de discussion aussi, on a créé beaucoup de forums de discussion, juste si vous avez des questions, s'il y a quelque chose. Donc, ça aussi, puis on en a un qui s'appelle Machine à café, d'ailleurs. Ouais, le group chat aussi dans mon équipe est assez populaire. Est-ce que ça se partage les memes, les blagues? Oui. Tout. On a besoin de se détendre. Ouais. C'est vraiment, je pense, c'est tout l'humour, c'est ce qu'on rigolait dans les couloirs et tout ça. Il faut ramener ça. On dirait que des fois, c'est des réunions en virtuel. Ça fait... C'est trop sérieux, il faut détendre, il faut rigoler, il faut prendre le temps de le faire en début de rencontre parce qu'il faut laisser place un peu à l'inefficacité. C'est assez drôle à dire, mais il ne faut pas trop... OK, on a une réunion, 30 minutes... laissons 5 minutes pour se détendre et rigoler un peu. Puis avoir du plaisir dans notre quotidien aussi. On n'est pas là, on n'est pas des robots. Non, absolument pas. Parlez-moi un peu, peut-être, c'est quoi les pièges que vous avez rencontrés qui sont à éviter dans votre style de leadership et de gestion? Y a-t-il des choses que vous avez rencontrées, que vous avez dit « Ah, j'ai dû faire différemment, puis là, je peux le partager avec les auditrices, auditeurs du balado de la FFQ ». Il y a une chose que Linda avait amenée, elle me le disait souvent aussi quand on avait nos séances de machine à café en présentiel au travail, de ne pas perdre le cap. Je me rends compte, surtout dans un contexte pandémique ou dans un contexte où on a beaucoup de facteurs exogènes qui viennent, je pense, impacter notre carrière, c'est très facile de se laisser dériver puis de juste suivre la cadence de meeting en meeting, de rencontre en rencontre, de feu en feu. Puis, parfois, quand... Tu sais, il y en a beaucoup. Quand tu es gestionnaire, il y a juste plus de travail tout le temps. On pourrait en faire à l'infini. J'ai pris cette habitude-là. J'ai eu accès à du coaching avec mon entreprise. Puis, cette habitude-là de revenir au début de chaque semaine sur c'est quoi mon top 3 cette semaine. C'est quoi, si j'ai 3 choses à faire qui sont importantes, je devrais consacrer de l'énergie. J'y vais à la semaine, mais on peut le faire aussi pour l'année. On peut se donner des objectifs. Moi, j'y vais, j'ai des objectifs sur une année, puis je les décline, là, évidemment, à plus court terme. Ça te permet, après ça, dans ton quotidien, de dire, OK, en ce moment, je suis en train de travailler sur cet enjeu-là. Est-ce que je mets mon temps au bon endroit? Puis, cette rencontre-là, est-ce que j'ai besoin d'y être? C'est facile de se laisser traîner dans toutes les discussions puis de dire, bien, cette rencontre-là, non, elle ne touche pas à mon top 3, j'y vais pas. Je pense que c'est ce défi-là de garder le cap, de prioriser ce qui est vraiment important pour soit nos objectifs à court, moyen, long terme. Je pense que c'est... je te rejoins absolument, là. C'est la priorisation, savoir déléguer aussi, c'est un art. C'est qu'est-ce qu'on délègue pas, parce qu'on peut être submergé assez facilement par la quantité de travail. Donc ça, c'est vraiment c'est des éléments assez... quand on manque comme gestionnaire, c'est apprendre à prioriser et à déléguer. C'est la base. C'est vraiment, vraiment la base. L'autre élément que je rajouterais, c'est de mon côté, c'est que quand on voit comme gestionnaire qu'on est pris dans une vague, c'est comme à la plage, là, on est à l'intérieur de la vague, puis ça roule, puis il faut pas... C'est à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'on a cette impression-là qu'il ne faut pas arrêter, puis continuer, puis là, il y a des délais, puis c'est pas le bon moment, je vais y penser plus tard. Non. Prendre une pause. Il faut prendre la pause au moment le moins opportun. Puis j'avais eu une personne qui m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment... Je l'ai retenu. Puis à chaque fois que je suis à l'intérieur de la vague, je le fais. Elle m'a dit,
Linda, les moments que ça va le moins bien, que tu es la plus prise, puis que tu sens que tu as vraiment trop de travail, puis ça livre pas, ça sort pas, va chez le coiffeur. En fait, c'est assez... Pourquoi? C'est parce que c'est prendre du recul. Et nous, les femmes, on se laisse aller pendant ces périodes-là aussi, il faut se le dire, et ça paraît. Ouais. Et on a l'air un peu sous l'eau, moins les gens, ils nous font confiance, ils ont l'impression qu'on n'est pas un gestionnaire qui est en contrôle. Donc, prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Va chez le coiffeur, c'est prendre soin de soi en premier, se stabiliser, comprendre la situation et prendre les bonnes décisions qui vont faire en sorte qu'on va retomber sur ses pattes. Ça ne sert à rien de rester dans cette situation-là. Elle ne peut que empirer, en fait. Et je le fais des fois. Des fois, j'invite toute mon équipe. Je fais comme, je pense qu'il est temps qu'on aille chez le coiffeur cet après-midi. Genre, juste arrêtons tout. Oui. Regardons, est-ce qu'il faut recruter plus de monde? Est-ce que les personnes, elles sont allouées aux bonnes fonctions? Est-ce qu'ils ont comme les bonnes tâches à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? On ne peut pas rester dans une situation qui ne fonctionne pas puis juste espérer qu'elle va s'améliorer par elle-même parce qu'on travaille plus d'heures. Ça ne marchera pas. Mais c'est exactement ça. Tu sais, quand tu dis que tu es pris dans une vague, je parlais avec un collègue puis il me disait, quand ça va vite, ça va trop vite puis tu as l'impression que ça... Même, il n'y a pas de quantité de travail additionnel qui va aider ta situation. Faut que tu ralentisses. Puis encore. Tu sais, c'est mieux d'arrêter puis de réévaluer la situation parce que clairement, tu n'allais pas dans la bonne direction. Non, c'est ça. Donc ça a été... Je l'ai appris vraiment sur le terrain. Et ça m'a pris des gens pour me dire, non, là, t'arrêtes, puis repense à tes choses, puis refais. Puis ça, maintenant, je n'ai plus aucune gêne. Des fois, les gens de mon équipe vont me dire, non, mais c'est pas le bon moment. Pourquoi? Laisse-nous, il faut qu'on continue. Non, on arrête. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? Mm-hmm. Puis tout simplement. Très intéressant. C'est effectivement très important de prendre une pause. Peut-être même quelques respirations peuvent aider entre deux réunions. ça aide toujours. On entend beaucoup parler ces jours-ci de style de gestion, de style de leadership, du fait que on ne doit pas tous et toutes gérer de la même façon. Pensez-vous que vous avez pu définir un style de leadership et de gestion qui vous ressemble? Et puis comment est-ce que ça a évolué pour arriver à là où vous êtes aujourd'hui? L'authenticité, là, c'est central. C'est vraiment, vraiment, vraiment central. Il faut rester soi-même. Et ça, on l'entend souvent, on l'entend on le lit, il y a plein de livres là-dessus et tout ça. Mais comment personnellement je l'ai vécu dans ma carrière, moi j'ai reçu beaucoup de coaching, puis on a tendance, parce que la personne elle nous coach, on a comme envie de répliquer, de mimer un peu comment la personne elle fonctionne et tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec un des gestionnaires, un des associés chez nous, puis il m'a dit, écoute, on te veut toi, on veut pas la réplique de quelqu'un d'autre, c'est toi qu'on veut comme tu es. Et ça, c'est très important aussi. C'est la personne, elle peut essayer tout ça, mais c'est important aussi comme gestionnaire que quand on donne ces promotions-là à quelqu'un, de lui dire, voilà toi, comme personne, qu'est-ce qu'on apprécie, puis on veut que tu restes toi-même quand tu montes comme gestionnaire. Ça, c'est important aussi de tenir ce discours-là avec les gens qu'on coach. Et puis fondamentalement, c'est juste vraiment être sincère dans nos relations, réagir le plus naturellement possible et ne pas se mettre dans des postures qui ne nous ressemblent pas ou prendre des décisions qui ne reflètent pas nos valeurs. Donc, toujours des décisions qui sont collées le plus possible à nos valeurs. Et c'est au niveau du comportement, si on rigole beaucoup, on rigole tout le temps. C'est pas essayer d'être sérieux du jour au lendemain, ça va paraître. Les gens qui sont autour de nous, ils vont le reconnaître. Mais j'avais lu un livre sur l'authenticité, comment être authentique comme gestionnaire. Et il disait l'authenticité, c'est un spectre. C'est pas on est authentique et non authentique.
On peut être authentique dans notre façon de parler, dans ce qu'on dit, mais au niveau, par exemple, vestimentaire, se conformer à, par exemple, le cadre dans lequel on se présente. On peut ne pas se conformer au niveau vestimentaire, mais se conformer au niveau de ce qu'on dit. Donc, il faut choisir sa bataille. Donc, il disait, c'est vraiment, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer sur l'authenticité, puis il ne faut pas être ou à cet extrême-là ou l'autre extrême. Donc, des fois, on va se conformer dans la manière qu'on ramène les messages, mais les messages restent authentiques. Des fois, on adapte nos messages. Mais c'est vraiment, ça dépend des situations. Puis j'y pense souvent, cet aspect-là, que c'est vraiment un aspect que je me le redis souvent aussi. Oui. Quand on parle de style de gestion aussi, je pense que j'ai toujours un peu de difficulté avec ce concept-là, parce qu'un style de gestion, en fait, il y a autant de styles qu'il y a de gens, de gestionnaires. C'est vraiment une question de personnalité, puis qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Fait que c'est pour ça que l'authenticité, comme tu le dis, Linda, c'est la règle numéro 1. Tu es le gestionnaire, c'est en accord avec tes valeurs, comment tu travailles. De mon côté, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui valorise beaucoup l'équipe. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'ai une équipe autour de moi, un consensus autour de ce qu'on fait, que notre direction, notre plan a été co-construit avec l'équipe. Fait que je dirais que ça transpire peut-être sur mon style de gestion. Il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise à se faire une tête sur le plan, puis être un petit peu plus directif. Moi, au contraire, je préfère avoir l'input des autres parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes les questions. Surtout, plus tu prends des responsabilités, plus tu progresses dans ta carrière, plus c'est impossible de comprendre toutes les ramifications jusque dans le plus fin détail des activités de ton équipe. C'est pour ça que la participation des gens, pour moi, est très importante. Puis ça contribue, je pense, à créer aussi un sentiment d'appartenance dans l'équipe, mais aussi de rallier les gens autour d'une mission commune qui, je pense, est fondamentale pour avoir une équipe qui est efficace. Là. Puis je pense que ça ramène la question, est-ce qu'il y a, moi j'entends beaucoup, je reçois beaucoup la question, le leadership au féminin. Et fondamentalement, je ne pense pas qu'il y a vraiment un leadership féminin, masculin, tout ça. C'est juste que peut-être que les femmes ont plus adopté le style de leadership participatif, collaboratif, c'est de la co-création avec les équipes. Mais je vois de plus en plus les hommes de notre génération sont dans ce style-là aussi. C'est juste un style de leadership que peut-être les femmes ont adopté c'est quelques années auparavant, là. Mais c'est pas nécessairement exclusif femmes-hommes. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est ça, c'est vraiment une question de personnalité puis comment les gens sont plus à l'aise, parce que si on pourrait aussi penser, comme tu disais juste avant justement le podcast, qu'un style qui est immigrant versus non-immigrant, par exemple, c'est la même chose. Je pense pas qu'on peut catégoriser comme ça. Non, absolument notre pas. Personnalité puis notre parcours individuel vont avoir un impact, une influence sur quel type de leader on est. Mais je pense que c'est un peu artificiel de penser qu'il y a un style de leadership féminin, là. Effectivement, on parle vraiment d'un style de leadership qui ressemble à chaque personne, à son parcours, à ses objectifs aussi. Peut-être pour faire le lien, est-ce que pensez-vous que c'est important d'établir des objectifs puis d'être concentré pour les atteindre? Pensez-vous que vous y allez plus, disons, au quotidien, vous visez à faire les bonnes choses, puis vous attendez que les opportunités se présentent? Vous pouvez m'en parler un peu. Puis comment est-ce que vous faites pour avancer? Est-ce que vous vous outillez avec des formations, avec des outils que vous pouvez partager avec nous dans ce sens? Dans mon cas, j'aime pas parler d'objectifs. Moi, je dis souvent quand on me demande c'est quoi mes objectifs de carrière, it's the journey, not the destination that matters. Je peux pas dire que j'ai déjà eu les yeux sur un rôle ou un poste X.
pour moi, ce qui est important, c'est qu'à chaque étape dans mon cheminement, je me sente, tu sais, les gens disent sur mon X, là, mais que je sente que tout ça fait du sens, que le matin, je me lève, je sais où je m'en vais, j'ai l'impression le soir quand je finis de travailler que j'ai accompli quelque chose, puis que je suis fondamentalement heureuse dans mon travail, ma vie professionnelle et tout ça. Jusqu'ici, c'est comme ça que j'ai géré ma carrière, puis ça m'a amenée où je suis maintenant. Je sais aucunement où je m'en vais, mais en même temps, en ce moment, je suis bien. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de faire le saut vers l'industrie. Donc, moi, j'ai été formée en conseil. J'avais jamais rien connu d'autre. Puis finalement, j'ai décidé d'aller dans l'industrie. Au moment où j'ai fait ce changement de cap-là, j'ai évidemment beaucoup réfléchi. Comme notre patron nous disait, Alinda et moi, tu sors du conseil juste une fois dans ta carrière. Donc, make it right. J'allais dire un gros mot. Donc, c'est ça, tu sais, il faut pas se tromper. Quand on sort, il faut vraiment avoir pris la bonne décision. Puis j'avais échangé avec beaucoup de gens de mon réseau, justement, des gens qui sont un peu pour moi des mentors, des coachs, des gens justement un petit peu en dehors de mon quotidien. Puis, quand on regardait les différentes opportunités que j'avais devant moi, il y a un de mes contacts qui m'avait dit, toi, dans le fond, tu sais, l'option A, là, tout le monde tuerait là, pour avoir cette opportunité-là. Pourquoi t'hésites? Mais je dis, pour moi, là, cette job-là, j'ai pas l'impression que je vais faire une différence. Puis il me disait, mais c'est ça, toi, ce que t'aimes, c'est aider, c'est être au service d'eux, c'est avoir un impact sur les gens, c'est bâtir quelque chose. Est-ce que tu vas le retrouver dans l'option A ou dans l'option B? Bien, là, j'avais la réponse. Puis c'est ça qui drive, dans le fond, comment je vois ma carrière. C'est pas... Tu sais, pour aussi, tu parlais de formation, d'ateliers, tout ça. Quand il est question de ta carrière, les ateliers, les formations peuvent t'aider à réfléchir, mais je pense que vraiment, le rôle de coach, le rôle de mentor va avoir beaucoup plus d'impact sur comment tu définis ton parcours. Puis, de mon côté, en fait, moi, j'ai toujours voulu avoir un peu un peu comme des lignes directrices dans mon parcours professionnel. Ça veut dire, je veux savoir c'est quoi la finalité, qu'est-ce que je cherche, qui je suis et qui je voudrais être dans quelques années. Donc, et quelles sont mes forces, parce que c'est souvent les gens ils vont se fixer des objectifs, mais des objectifs qui ne sont pas atteignables ou ils n'ont pas nécessairement les capacités pour atteindre cet objectif-là, et ça crée juste de la frustration. Et si on se fixe un objectif puis on se rend compte qu'il nous manque des éléments dans notre boîte à outils, il faut aller les chercher. Donc puis cette façon de fonctionner là avec des objectifs, ça a commencé au début de ma trentaine. C'est que j'avais travaillé chez le régulateur, chez l'industrie, puis j'ai fait, il me manque quelque chose. Et j'ai dû m'asseoir avec moi-même puis réfléchir, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je cherche? Et je cherchais vraiment, je me suis rendu compte qu'à la base, j'avais un esprit très entrepreneurial. Puis j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Et je ne retrouvais pas ces éléments-là. Et j'ai créé ma propre boîte à l'âge de 30 ans, donc de conseil. Et c'est là que j'ai croisé le chemin de KPMG et du conseil. Mais je suis partie, ça a été assez drastique. Une fois, moi, quand je sais qu'est-ce que je veux, c'est assez drastique, j'y vais. Il n'y a pas 2-3 chemins là. J'hésite pas. Puis je suis assez déterminée là-dessus. Donc, j'ai créé ma propre boîte de conseil. Et une fois... Quand j'ai embarqué dans le conseil, puis j'y ai goûté, là, je me suis dit, OK, ça, c'est fait pour moi. Donc, je continue dans ce chemin-là. Quelle est la prochaine étape? Puis là, j'ai rejoint KPMG et par la suite, on m'a parlé du rôle d'associé. Je me voyais là-dedans encore. Donc là, je me suis fixée comme objectif de monter comme associé. Mais c'est là que tu te dis, OK, je veux ce rôle-là de gestion. Qu'est-ce qui me manque? Et on cherche les outils. Parmi les outils que j'ai eus, c'est d'avoir les bons mentors à l'interne, d'avoir des bons coachs qui peuvent être externes à l'institution. Et c'est mieux. Et d'avoir aussi des sponsors. Et ça, on me l'avait expliqué à ma première rencontre sur le mentorat.
c'est qu'il y a une grande différence entre un mentor, un coach, puis un sponsor. Puis un sponsor, c'est quelqu'un qui nous aide à naviguer dans un système, dans une institution financière, puis qui va vraiment nous promouvoir ce qu'on fait, en parler, tout ça. Puis nous, les femmes, on en a vraiment besoin, on est sous-représentés. Donc, c'est d'avoir les bons sponsors à l'intérieur de notre institution pour nous aider à nous faire connaître. Donc aussi, c'est apprendre à ce rôle-là et essayer de le jouer même avant d'obtenir la promotion, d'essayer de commencer à jouer ce rôle-là qu'on vise. Donc oui, je me fixe des grands objectifs, mais j'essaie que aussi, c'est comme Geneviève, d'avoir du plaisir pendant qu'on le fait. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Et je donne souvent l'exemple d'un marathon. C'est à la base, on court parce qu'on a du plaisir. On s'inscrit à une course. Ça, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on s'inscrit à un 10 km demi-marathon ou marathon? Il faut être très, très honnête avec ses propres capacités et toujours pas rester dans la zone de confort. Donc, si on est capable de courir le 10 km, peut-être qu'on peut s'inscrire au demi-marathon. Mais s'entraîner, c'est trouver un coach, c'est suivre les entraînements. Et c'est comme ça, moi, le fait de m'inscrire à la course me motive. Mm-hmm. Et je pense que beaucoup de gens, c'est ça qui leur manque, il faut le faire, il faut s'inscrire, il faut payer, il faut s'inscrire à un programme d'entraînement. Et là, je ferai le parallèle avec la FFQ. On a eu des programmes de comment bâtir son réseau, on a eu des formations, et c'est là que chercher ces formations-là et tous ces éléments-là, ça aide énormément. Effectivement. Geneviève, as-tu profité aussi de relations mentorales, de sponsorship, de coaching dans ta carrière? Comment ça t'a aidé à évoluer? Oui, dans le fond, formellement et informellement, d'un point de vue mentorat, je dirais que c'est vraiment mes réseaux personnels où justement je vais chercher l'avis de gens qui ont justement peut-être quelques années d'expérience de plus que moi dans des domaines connexes que je sollicite pour avoir leur input. Aussi, avec mon employeur, j'ai eu accès à un programme de coaching, puis ça m'a énormément aidé. J'avais jamais eu de coach, puis d'avoir quelqu'un qui est complètement externe à ta situation, qui a aucune idée de la réalité de ton organisation, qui prend... Moi, c'est des séances d'environ 1 heure à toutes les 3-4 semaines. Puis on se donnait des objectifs, puis ça m'a énormément aidé. On pouvait parler de différentes choses, de défis, de situations que je vivais, de comment, justement, être un bon gestionnaire en pandémie. Puis, l'approche de coaching qui est beaucoup axée sur poser des questions, comment tu t'as senti ça, comment tu pourrais essayer de solutionner ça, puis de se donner des petits devoirs pour la prochaine rencontre. Ça m'a beaucoup aidé, puis j'ai réussi à trouver des outils pour mettre en application. Fait que je trouve que c'est... très, très concret, ça, comme impact sur ta carrière. Puis du coaching, tu peux en avoir, pas juste comme gestionnaire, là, même très tôt en carrière, d'identifier qui peut jouer ce rôle-là pour toi. Ça peut être un gestionnaire, ça peut être même un collègue. Tu sais, justement, Linda et moi, on avait un peu cette relation-là de coaching l'une envers l'autre. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut se créer facilement. On n'a pas besoin de programme officiel non plus pour le faire. Non, c'est ça. Moi, j'ai vécu les deux, les programmes très structurés, notamment le programme avec la FFQ, un programme interne chez KPMG. J'ai été mentorée et je mentore et je coach beaucoup actuellement. Mais n'attendez pas les programmes nécessairement. Donc, allez-y aussi avec l'informel. C'est aller chercher des personnes qui peuvent nous aider, mais aussi ne pas hésiter dès qu'on voit une opportunité de s'inscrire à un programme qui est formel. Surtout, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Il y a une certaine distance. Quand c'est formel, c'est souvent on est jumelé à quelqu'un qui n'est pas dans notre institution, qui est externe, puis qui a ces reculs-là. Mm-hmm. C'est pas un collègue, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas un ami, puis qui est capable de nous faire réfléchir et nous faire grandir. Donc, ça a énormément de valeur. Oui. Super. Justement, dans vos rôles de gestionnaire, c'est sûr que vous le remarquez qu'aujourd'hui, malheureusement, les femmes sont encore surreprésentées dans des postes de direction.
on a l'impression un peu que on attend un miracle qui va se passer pour dire un jour on va atteindre la parité ou la représentation plus importante. Comment faites-vous, puis comment est-ce que les femmes peuvent faire pour justement briser ce plafond de verre dont on parle souvent? Veux-tu y aller ou je peux y aller? Vas-y. Je pense que c'est pas juste... c'est pas un fardeau qui repose sur les femmes. C'est une situation qui doit être prise en charge par le système dans son entier, les organisations. On le voit à l'embauche, d'avoir un souci d'aller chercher même un bassin de candidats qui est équilibré. Ça, c'est un. Souvent, on s'en rend compte à l'embauche, c'est pas tant un enjeu, c'est justement la progression à titre de gestionnaire. Je pense que ça veut dire aussi de proposer des rôles de gestionnaire qui sont en adéquation avec la réalité de chacun. Comme on disait, il y a autant de styles de gestionnaire que de gestionnaires pour permettre aux femmes d'avoir accès à des postes de gestion. Il faut leur créer les conditions gagnantes qui sont en accord avec leur style, avec leurs valeurs. Est-ce que ça veut dire une meilleure conciliation travail-famille? Est-ce que ça veut dire aussi quand on présente des gens, c'est quoi le succès dans l'organisation? Regardons ce qu'on voit comme succès dans l'organisation. Est-ce que c'est des gens qui sont des bourreaux de travail, qui sont super autoritaires, puis que, c'est tout ça le gestionnaire type dans l'organisation? Donc, de proposer aussi des profils différents, je pense que ça va créer un effet d'entraînement pour amener aussi davantage de femmes dans des rôles de gestion. Puis, j'ai remarqué quelque chose, en fait, quand on travaillait ensemble chez KPMG, on était les 2 seules filles de l'équipe. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai recruté énormément. On a recruté avec mes associés plusieurs femmes dans l'équipe. Mais le fait que beaucoup de femmes qui passent des entrevues, même très, très jeunes, qui passent des entrevues avec moi, ça a été assez déterminant. Le fait de voir une femme associée dans ce poste-là et immigrante, on dirait que ça a encouragé beaucoup de femmes de se joindre à ce métier-là, qu'on sait que c'est un métier qui rebute beaucoup de femmes, le conseil. Elles se posent des questions, c'est équilibre vie, famille, travail. Puis le fait de passer une entrevue avec quelqu'un qui te ressemble. Donc, je parle dans ce cas-là de toutes les minorités. Donc, qu'on soit femme, personnes de couleur et tout ça, de voir que c'est possible, c'est très encourageant pour beaucoup de femmes. Donc, elles se disent, OK, elle est là, donc ça veut dire que je peux le faire, puis ça veut dire que c'est faisable, puis elle a l'air bien quand même, là. Elle survit. Et aussi, j'ai remarqué que dans les entrevues, ça ouvre la porte à des discussions que peut-être elles n'oseraient pas avoir avec des hommes. Donc, beaucoup de femmes, et je les encourage. Et maintenant, je suis plus sensible à ça. J'ouvre la porte à des discussions plus, mais peut-être que je vais me joindre, mais ça tombe avec la période que je vais avoir des enfants, puis tout ça. Et c'est incroyable l'impact que ça a eu sur vraiment le fait d'avoir attiré plus de femmes dans nos équipes. Puis je m'organise aussi pour avoir ces entrevues-là vraiment juste nous deux là, de ne pas avoir d'autres personnes avec nous dans les entrevues. C'est ce qu'on a remarqué avec mes associés dernièrement, d'avoir des discussions très intimes où j'ouvre la porte à beaucoup de discussions, au style de gestion, à comment les femmes sont encouragées chez nous, qu'est-ce qu'on offre et tout ça. Puis je pense qu'il faut, comme gestionnaire, être sensible à ça pour pouvoir encourager ces femmes-là. Puis c'est pas juste à l'embauche, c'est aux promotions aussi. Mm-hmm. Les femmes, elles se posent beaucoup de questions lors des promotions. Elles se disent, est-ce que c'est vraiment un rôle fait pour nous? Parce qu'elles voient beaucoup de modèles qui leur correspondent pas. Donc, ça, c'est un grand questionnement. Puis, je pense que le 3e paramètre, puis ça, c'était vraiment durant mes premières années comme gestionnaire. À la FFQ, on avait eu une formation à l'heure du midi. Puis, on nous avait parlé du fait que nous, les femmes, on attend d'avoir c'est tous les attributs d'un poste avant de dire qu'on le veut
ou de manifester notre intérêt. Donc, on attend de cocher toutes les cases. Et ça, il faut aller peut-être chercher plus des femmes et les convaincre de postuler pour des promotions, de déposer leur candidature, même si elles n'ont pas tous les attributs pour ce poste-là. De s'inscrire au marathon avant de savoir que tu es capable de le courir. Alors, je vais vous mettre sous un peu de pression, Linda et Geneviève. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes et qui s'apprêtent aujourd'hui à devenir gestionnaires, ça serait lequel? Dites-le, exprimez-le. Dites-le à votre entourage. Il faut communiquer cette ambition-là. Ne la gardez pas dans votre tête. Une fois qu'elle va sortir de votre bouche, vous allez avoir la pression pour y arriver, puis vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver aussi. Donc, souvent, on garde beaucoup ce genre d'objectif pour soi-même, puis on ne se met pas en action quand on retient cette information-là. Oui, c'est un bon conseil. Puis je dirais, l'autre chose qui, je pense, est importante, c'est super cliché, c'est de se faire confiance, mais tout en étant capable de faire preuve de vulnérabilité, de ne pas avoir peur de faire preuve de vulnérabilité. Souvent, puis c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes, surtout quand on commence comme gestionnaire, on a peur de se tromper. Puis, des fois, on peut être paralysé. Je me suis rendu compte que ça nous amène parfois à rester campés dans nos positions trop longtemps ou à pas prendre de décision. Pas prendre de décision, c'est souvent pire que prendre une mauvaise décision. Je disais ça avec un collègue hier, justement. Mais l'autre chose, c'est que souvent, comme leader, en fait, tu vas être reçu beaucoup plus positivement si tu dis, bon, je pensais faire ça comme ça. Vous m'avez amené d'autres éléments. Il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte, soit de la rétroaction de la part de collègues, soit des nouveaux paramètres qu'on n'avait pas vus au moment où on avait pris la décision. Puis d'être capable de dire, maintenant, on va changer de direction. Contrairement à ce qu'on peut penser au départ, quand on est un petit peu plus green, ça ne te décrédibilise pas, au contraire. D'être capable d'arrêter puis de changer de direction, ça démontre que tu es quelqu'un qui est capable de t'ajuster, de te réévaluer. Donc, de ne pas avoir peur de changer d'idée, tu sais, on tombe, on s'essuie, on recommence. Fait que je pense que ce serait mon conseil. Ben, c'est super, mesdames. Alors, j'aimerais juste prendre un moment peut-être pour parler de la FFQ et surtout d'un programme que je pense fait le lien avec notre discussion d'aujourd'hui. C'est celui des cercles d'enrichissement qui va justement, c'est un programme qui peut aider à outiller les femmes dans une transition comme celle de laquelle on parle aujourd'hui, du passage à un rôle de gestionnaire. Pour découvrir ou s'inscrire à ces programmes de la FFQ, et rendez-vous sur affq.org et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la liste d'envoi pour ne rien manquer. Ceci met fin au podcast de la FFQ qui abordait les clés de succès de 2 gestionnaires avec Linda Elgordaf et Geneviève Pellerin-Lemonde. Je vous remercie, mesdames, pour cette discussion fort intéressante. Avec Linda et Geneviève, nous avons appris que le chemin pour réussir dans les rôles de gestion ne manque pas de défis, mais avec de la détermination, de l'authenticité et le plaisir au quotidien, ça nous énergise pour se dépasser, aller plus loin et être de bonnes gestionnaires. Je suis Daisy Dédéan, j'étais votre animatrice d'aujourd'hui et membre du comité mentorat ESG de la FFQ. Je vous invite à écouter les autres épisodes du balado de la FFQ sur les parcours inspirants. Et merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci.